Bonjour à tous, je suis Alan, expert en cybersécurité et fondateur de la plateforme Prévention Internet. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui touche de nombreux jeunes, c'est le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Et donc, du coup, je suis heureux d'accueillir Marie-Charlotte Claire, qui est, elle, une experte reconnue en matière de harcèlement scolaire et aussi auteure du roman Harcèlement quand l'école vire au cauchemar, pardon, pour justement apporter son point de vue sur le sujet. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour Alan, merci de me recevoir. Du coup, vous avez été invité à une table ronde il y a quelques jours à l'Assemblée nationale justement pour parler de harcèlement scolaire devant les députés. Est-ce que c'est une bonne chose pour la prise de conscience collective de ce fléau? Alors, je crois que la prise de conscience est malheureusement assez déjà faite, et en particulier de la part des députés, mais ils ont besoin de savoir comment faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent voter, des décisions qu'ils peuvent prendre pour nous aider, nous, professionnels du terrain, à agir auprès des écoles, auprès des enfants et faire en sorte que ce fléau puisse au minimum diminuer. Et quels sont les impacts en fait du harcèlement scolaire sur un jeune? Les impacts du harcèlement scolaire, ça peut être très grave. Ça dépend d'abord beaucoup de est-ce que l'école, est-ce que les parents ont entendu la souffrance de ce jeune. Parce que si sa souffrance n'est pas entendue, si il n'a pas osé en parler, s'il l'a caché comme le font beaucoup de jeunes, eh bien la situation peut dégénérer au point que bien sûr il va avoir son estime de lui qui va être très touchée et sans doute très abîmée. Il va se rendre responsable de ce qui lui arrive et dans le pire des cas, il ne pourra plus aller à l'école, voire il peut faire une dépression et avoir des idées suicidaires. Et comment, en tant que parent, comment on peut détecter justement que notre jeune a un problème de harcèlement? Est-ce qu'il y a des signes? Alors, ce qui est très compliqué dans les signes sur le harcèlement, c'est que tous les signes dont je vais vous parler peuvent être signes de harcèlement ou pas. Ça peut être lié à la puberté, ça peut être lié à la difficulté du travail scolaire, mais oui, il y a quand même un certain nombre de signes. Si on les croise, on peut s'interroger sur est-ce que mon enfant, est-ce que mon élève, parce que ça concerne aussi les professionnels de l'école, se fait intimider ou harceler. Ces signes, ça va être d'abord un changement de comportement, souvent brusque, brutal. J'ai de nombreux parents qui me disent mon enfant, il s'entendait très bien avec ses frères et sœurs et tout d'un coup, il est devenu extrêmement agressif avec eux ou à l'inverse, il était très agressif avec eux et puis maintenant, il dit plus rien, il se renferme sur lui comme une huître, il se laisse faire. Il y a souvent des notes qui diminuent. On a des enfants qui vont chercher à éviter d'aller à l'école, donc ils vont être souvent malades. En retard aussi, en retard le matin, mais en retard en cours. Ils se débrouillent pour prendre du temps pour ranger leurs affaires avant de passer d'un cours à l'autre. Des enfants qui oublient régulièrement leurs affaires de sport, mais aussi leurs affaires scolaires. En réalité, c'est peut-être parce que quelqu'un leur vole, leur abîme, leur jette leurs affaires. C'est pas juste parce qu'ils sont tête en l'air. Des enfants qui ont des maux de tête, des maux de ventre ou de l'eczéma, en particulier le dimanche soir et le lundi matin. Et puis, ça diminue quand arrivent les vacances scolaires ou le vendredi après-midi. Euh, des enfants qui refusent d'aller manger à la cantine, des enfants dont l'attitude devant la nourriture change, on ne mange plus rien, ou au contraire, on se met à manger beaucoup. Des enfants qui ont des visions très noires de la vie, qui font beaucoup de cauchemars, qui peuvent redevenir énurétiques alors qu'ils ne l'étaient plus. Vous voyez, il y a de multiples signes, mais il est nécessaire de les croiser aussi, de voir ce que le professeur pense de l'attitude d'un enfant, demander à son entourage, est-ce que tu trouves que mon enfant a changé? Et puis surtout, quand on est parent, il faut faire confiance à sa petite voix intérieure. Est-ce que mon enfant va bien ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui cachent ces situations de harcèlement ou de cyberharcèlement. Alors justement, le harcèlement a toujours existé, et là on s'aperçoit que avec l'arrivée du numérique, le cyberharcèlement se met de plus en plus en marche. Est-ce que justement c'est quelque chose de grandissant avec le numérique, ou est-ce que le harcèlement a toujours été aussi grave, mais du coup on ne le savait pas? Alors,
le harcèlement a en effet toujours existé. On le trouve dans des livres relativement anciens, pardon, comme dans Madame Bovary. Le premier chapitre, c'est l'histoire de Charles Bovary qui se fait harceler. Mais simplement avant, le harcèlement restait dans la cour de l'école. On avait un problème à l'école, on rentrait chez soi, on était tranquille, on pouvait respirer, souffler, rire avec sa famille. Et puis aussi, il faut dire que ça n'intéressait personne de savoir qui se faisait harceler, hein. La seule chose qui intéressait les parents, c'était est-ce que tu as des bonnes notes et est-ce que tu as de quoi manger? Et donc, on n'allait pas se plaindre, même que quand on vivait les choses difficiles, on n'osait pas se plaindre. Aujourd'hui, il y a deux différences. D'abord, on s'est rendu compte qu'il y avait ces enfants, ces jeunes qui pouvaient souffrir. Donc, on considère que c'est un fléau et on va avoir une écoute beaucoup plus attentive, ce qui fait qu'on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de cas qu'on ne l'imaginait. Donc, quand on parle de quelque chose, forcément, tout d'un coup, les cas fleurissent. Mais aussi, avec le cyberharcèlement, on n'est plus jamais tranquille. On rentre chez soi, on rentre dans sa chambre à coucher et le cyberharcèlement continue. Ça peut durer 24 heures sur 24. On n'a aucun moment où on peut respirer, souffler. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que les conséquences peuvent être négatives encore plus vite qu'avant. Et puis, avec le cyberharcèlement, les choses vont tellement vite, ça peut vraiment dégénérer extrêmement vite. Ah oui, avec l'impact justement des réseaux sociaux, ça devient de plus en plus viral, que ce soit une photo, une vidéo, etc., ou même des propos peuvent justement être diffusés au plus grand nombre en quelques minutes, même pas. Par contre, à votre avis, est-ce que le cyberharcèlement, lui, il va laisser des traces? C'est-à-dire que voilà, si un enfant reçoit un message négatif, insultant, etc., il y aura une trace, que ce soit sur les réseaux, que ce soit, alors que le harcèlement tout simple, au final, il n'a pas vraiment de preuves à part s'il y a des coups, donc du coup, il y a des bleus. Même s'il y a des coups et qu'il y a des bleus, c'est pas forcément un signe de harcèlement d'une part, et d'autre part, il faut que ce soit vu par un médecin légiste. Enfin voilà, c'est très très compliqué de faire condamner quelqu'un pour harcèlement scolaire parce qu'en effet, il y a très peu de traces et très peu de témoins. Les gens n'osent pas témoigner. Mais sur le cyberharcèlement, vous avez raison. Je dirais que est-ce qu'on peut parler d'intérêt? Mais c'est le seul élément un petit peu positif, c'est qu'on peut avoir des traces à condition que les enfants n'effacent pas ces traces. Après, moi, je ne sais pas très bien comment ça se passe. Est-ce qu'un message qui a été effacé, il en reste une trace? Alan, c'est à vous que je pose la question. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ces preuves, même si elles ont été effacées? Et que font les réseaux sociaux pour sécuriser les comptes? Alors eux, les réseaux sociaux, de leur côté, ils vont avoir ce qui est effacé n'est jamais effacé en fait. De leur côté, ils ont toujours des traces. Par contre, côté utilisateur, oui, si on discute sur des réseaux justement avec des messages éphémères du type Snapchat, etc. Le problème, c'est qu'une fois que c'est effacé, c'est effacé. C'est donc il n'y a aucune trace. Par contre, voilà, s'il y a une procédure judiciaire, les autorités après peuvent très bien prendre contact avec les réseaux sociaux et justement avoir accès à tout l'historique de ce qui s'est passé en amont, même les messages soi-disant éphémères. Donc du coup là-dessus, il y a quand même la possibilité de retrouver des preuves et de nommer les coupables. Ok. Les grands géants du numérique, est-ce qu'ils jouent le jeu dans la prévention du cyberharcèlement? Qu'est-ce qu'ils font? Alors jouer le jeu, c'est un grand mot. Ils vont mettre en place justement de la possibilité de signaler, c'est-à-dire que une personne va pouvoir justement signaler un commentaire qui est beaucoup trop offensant, etc. Et donc voilà, ils vont mettre en place la possibilité de signaler, de bloquer des comptes, etc. Mais par contre, voilà, après pour jouer vraiment le jeu, j'ai pas envie de dire qu'ils font le maximum, quoi. Ils mettent en place des choses, c'est déjà bien, mais par contre, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être faites, quoi. Alors,
ce que vous dites, moi, j'accompagne des jeunes qui se font harceler, cyberharceler, et ils me disent, nous, on a signalé à TikTok qu'il y avait des images qui passaient et qui n'étaient pas enlevées, mais il y a un numéro que je leur donne de façon systématique, c'est le 3018 qui est le numéro contre le cyberharcèlement. Ils ont un vrai pouvoir pour faire retirer des images sur les réseaux sociaux, pas sur les messageries. C'est un peu ce qu'ils m'ont dit, le 3018. On ne peut pas agir sur WhatsApp ou sur Messenger, mais sur les réseaux sociaux, ils le font. Et en 2 ou 3 heures, ils font supprimer les images. Je pense que ça, c'est un truc important que les enfants et les parents doivent avoir en tête. Ouais, bien sûr. Après, les autorités, eux, vont pouvoir mettre la pression justement sur les plateformes, alors que nous, en tant qu'utilisateurs lambda, entre guillemets, on va avoir du mal justement à mettre la pression sur une plateforme. Il va vraiment falloir avoir multiples signalements pour que la chose disparaisse. Après, la première chose qui est possible, justement pour un enfant qui se fait harceler, ça va être de bloquer celui qui arrête pas de l'embêter jour et nuit. Il va pouvoir le bloquer. Et maintenant, l'avantage Facebook, Instagram, etc. le font, c'est que on peut bloquer la personne plus tous les autres comptes que cette personne va créer. Donc, ça va détecter justement l'adresse email, le numéro de téléphone, etc. pour bloquer vraiment l'intégralité des comptes que cette même personne va pouvoir créer. Donc, ça peut aussi limiter l'impact, même si au final, il va dire à un copain, bah vas-y, va embêter un tel parce que moi, je suis bloqué, je peux plus le faire. Puis, oui, vous avez raison. Je crois qu'il y a le copain qui va embêter un tel. Moi, je peux plus le faire. Ou j'utilise le téléphone du copain. Après, on est humain. On a envie de savoir ce qu'on raconte de nous. Donc, est-ce que, enfin, moi, j'ai pu accompagner aussi des jeunes qui allaient débloquer des gens qu'ils avaient bloqués pour voir ce qu'ils racontaient, ou qui utilisaient le compte de leur petit frère ou de leur petite sœur pour pour être amis avec la personne qui les embêtait et qui les avait bloqués, parce qu'ils veulent savoir ce qu'on raconte d'eux. Donc moi, enfin, est-ce que il y a des règles techniques, vous qui êtes vraiment expert en matière de cybersécurité, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour éviter ce genre de situation? Bah, déjà, quand on a des réseaux sociaux, mettre tous ces réseaux sociaux en mode privé, c'est-à-dire pas les afficher en mode public où tout le monde peut avoir accès facilement à nos informations, à ce qu'on va publier, etc. Le fait de le mettre en mode privé, on va être obligé d'être abonné à notre compte pour justement voir nos informations. Et donc du coup, ça permet de faire un premier tri. Donc j'ai accepté uniquement mes vrais amis, j'ai accepté uniquement les gens de ma famille, etc. Donc du coup, comme ça, j'évite un peu de faire rentrer des futurs harceleurs, des tops, etc. au sein de mon réseau moi-même. Ouais, je suis un peu dubitative. Je pense que tout ce que vous dites, c'est juste, ça limite un petit peu, mais je connais bien les jeunes. Je sais que les leçons de morale, ça n'a pas beaucoup d'effet sur eux. Donc leur dire n'accepte que des gens que tu connais en vrai, ils vous disent oui, oui, et puis en réalité, ils acceptent d'autres personnes. Et ces autres personnes peuvent être des personnes qui vont les embêter. Je sais que devant les parents, ils font signe que oui, ils font très attention. Et puis, en réalité, on sait bien que 70% de ce qui se passe sur les téléphones de nos enfants, aucun adulte n'est au courant. Enfin, il y a plein de réseaux qu'on ne connaît pas. Il y a des tas de sites auxquels on n'aura jamais accès parce qu'on ne sait pas qu'ils existent. Ouais, j'ai l'impression qu'on est quand même que nos enfants ils peuvent parfois se mettre même dans des situations compliquées parce que ils n'ont pas confiance dans la relation avec l'adulte. Alors, il peut avoir ça, oui, parce que j'ai déjà vu, par exemple, quand j'anime des ateliers justement sur les dangers d'Internet en général auprès des parents et des enfants, c'est souvent que justement les enfants se confient, participent en disant des choses et en disant tiens, moi je suis sur Discord, je suis sur TikTok, etc. Et là, à côté, on voit tout de suite la réaction des parents qui, d'une, ne le savaient pas, mais en plus sont incapables de savoir qu'est-ce que c'est Discord, etc. Donc ouais, justement, on va dire, il y a un manque de connaissances de la part des parents
sur les différentes plateformes qui existent, en sachant qu'il y en a qui se créent vraiment quasiment tous les jours. Donc il y a un manque de connaissances. Et puis après, c'est des phénomènes de mode. Et là, actuellement, la mode, c'est justement d'être sur TikTok. Demain, ça sera peut-être devenu has-been, entre guillemets. Et donc, la mode, ça sera d'être sur un autre réseau, etc., quoi. Donc, c'est des phénomènes de mode qui font que, justement, les enfants changent tellement vite de plateforme que les parents n'ont pas le temps de suivre et de s'intéresser au sujet, quoi. Et je pense Ouais, qu'il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un autre impact, c'est par rapport au Covid, au confinement, on a appris entre guillemets aux enfants à utiliser le numérique pour suivre les cours à distance. Il y a des groupes qui sont créés, que ce soit sur WhatsApp, etc., des groupes classes, choses qui sont toujours gardées actuellement. C'est quelque chose de bien en termes de communication, pouvoir échanger de façon assez rapide, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, il y a ces réseaux, ces groupes qui sont aussi utilisés et détournés pour justement faire des groupes pour parler sur telle personne, pour justement critiquer telle personne, le harceler. Et justement, quand un jeune va se faire éjecter entre guillemets du groupe, il va savoir que ça sent pas bon pour lui. Là, je crois que vous dites des choses importantes. Je crois qu'on se rejoint sur pas mal de points. D'abord, que les parents devraient peut-être s'intéresser à ce qui intéresse les enfants sur les réseaux et pourquoi pas ouvrir des comptes eux-mêmes pour comprendre comment ça fonctionne et pouvoir avoir l'air moins idiots que leurs enfants. D'ailleurs, c'est intéressant comme démarche. Pour une fois, c'est les enfants qui peuvent nous apprendre des choses. Je trouve que c'est pas mal. Apprends-moi, je voudrais avoir un compte sur TikTok, je te promets, j'irai pas te surveiller le tien, mais je voudrais comprendre comment ça marche. Je pense que ça peut créer une vraie relation intéressante entre parents et enfants. Et puis après, vous parlez de choses qui se sont passées pendant le confinement et vous parlez aussi d'effets de groupe. En fait, en matière de harcèlement, qu'est-ce qui fait qu'un enfant se fait harceler à l'école? C'est pas qu'il est confronté à quelqu'un qui est un voyou, qui est méchant. Il y a 1 million d'enfants par an qui se font harceler par 2, 3 ou 4 personnes. Il y aurait 3, 4 millions de voyous en France tous les ans. Moi, j'y crois pas. Non, il y a quelques voyous, on est bien d'accord. Mais pourquoi on se fait harceler? On se fait harceler parce qu'il y a un effet de groupe, parce que tout le monde le fait, parce qu'on préfère être du côté des forts que du côté des faibles, parce que on ne sait pas comment réagir, parce que si tout le monde rigole, c'est que ça doit être drôle. D'ailleurs, même celui dont on se moque, il a l'air de rire aussi. Il n'a pas l'air de trouver ça trop méchant. Et en fait, sur le harcèlement, tout ce qui se passe à l'école, je dirais qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'il y a des adultes. Donc sur le harcèlement scolaire, on peut vraiment agir parce que les adultes qui sont dans le cadre scolaire sont là pour assurer la sécurité des jeunes mineurs qui leur sont confiés. Et donc les adultes peuvent apprendre à repérer, peuvent apprendre à traiter avec des méthodes qui sont extrêmement efficaces. Moi, je travaille avec le Centre Résis et la méthode de préoccupation partagée, qui est la méthode recommandée par le gouvernement pour former toutes les écoles, toutes les équipes dans les écoles. On a 82-83% de situations résolues en moins de 15 jours parce qu'on s'attaque aux vrais problèmes, aux phénomènes de groupe. Et on a des outils pour résoudre ce phénomène de groupe en recréant une relation individuelle adulte-enfant. Le problème pour moi sur les écrans et en matière de cyberharcèlement, c'est qu'il n'y a pas d'adultes. Zéro adulte. On laisse les enfants entre eux. Quand il n'y a pas d'adultes, et les enfants, c'est pas très gentil. Entre eux, ça peut vite dégénérer. Et surtout qu'il y a ce phénomène de groupe dont je parlais, qui existe sur les réseaux sociaux, mais il n'y a aucun adulte qui est là pour dire stop, là c'est non tolérable. Et je pense que c'est un des vrais problèmes du cyberharcèlement. Et justement, sur les réseaux sociaux, est-ce que, alors oui, d'un côté, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a les forts, les faibles, etc. Mais est-ce que justement sur les réseaux sociaux, ce rôle d'adulte, entre guillemets, pourrait pas être tenu par justement les témoins passifs? C'est-à-dire, c'est peut-être aux témoins passifs de détecter un peu qu'il se passe quelque chose de bizarre, entre guillemets, d'aller là, à ce moment-là, dire à un adulte, que ce soit leurs parents ou autre, voilà, j'ai vu qu'il y a telle personne qui se fait harceler sur les réseaux, ou j'ai vu tel comportement, ça a l'air étrange. Est-ce que ça serait pas eux qui pourraient peut-être faire, déclencher quelque chose? Alors, on a tous une responsabilité quand on voit quelqu'un qui va pas bien.
On a tous une responsabilité. Mais regardons, nous adultes, quand on voit quelqu'un qui se fait attaquer dans le métro ou dans la rue, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pas partir en courant? On attend en fait des enfants qu'ils aient des réactions qui soient plus adultes que ce que nous, on est capable de faire. Donc, bien sûr que c'est important que les enfants puissent se dire, et cette possibilité-là, si tu vois quelque chose qui te choque, si tu vois un de tes amis ou quelqu'un que tu ne connais pas, dont l'image est partagée, c'est très important que tu puisses en parler. Ça serait bien que tu aies un lieu ou quelqu'un à qui tu puisses aller parler de ça. Mais il faut se rappeler qu'en faisant ça, en dénonçant, il risque fort d'être même pris pour cible. Donc, je pense que les discours que l'on peut avoir avec les jeunes ne doivent pas être des discours avec des il faut, tu dois. Mais on doit plutôt se poser la question de qu'est-ce que nous, adultes, on met en œuvre pour que les jeunes, ils aient suffisamment confiance dans les adultes pour se sentir à l'aise, pour pouvoir aller parler à ces adultes quand ils constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je pense que tout parent devrait dire à son enfant, quoi qu'il se passe sur les réseaux, je sais, moi je vais te donner plein de conseils, mais tu vas les suivre ou tu vas pas les suivre. Quoi qu'il se passe sur les réseaux, si il y a une image qui te choque, si tu es mis en difficulté, si il y a quelque chose qui ne te fait pas du bien, tu peux venir m'en parler et je serai de ton côté pour te soutenir. Je pense que c'est tellement important ce message. Je pense que nous, adultes, on devrait être exemplaires en la matière et comprendre que les jeunes, eh ben, c'est compliqué ce qu'ils vivent et peut-être immédiatement dans le jugement, dans la sanction, dans la punition, mais comprendre que il y a des choses qui leur échappent et qu'ils ne savent pas forcément comment faire et que nous, on va les aider, les soutenir. Alors justement, on peut dire que là, d'ici dans quelques jours, ça va être la semaine du harcèlement à l'école. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que voilà, faut dire aussi que c'est pas une semaine du harcèlement à l'école, mais c'est limite 365 jours du harcèlement à l'école. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre à cœur et qu'il faut vraiment combattre tous les jours et pas uniquement mettre en place des actions uniquement sur une semaine. Oui, c'est un peu illusoire d'imaginer que pendant une semaine, voire une journée, le 9 novembre, on va réussir à résoudre tous les problèmes de harcèlement. Enfin, voilà, c'est évident que ça ne fonctionne pas comme ça. L'attention à l'autre, c'est quelque chose qui est humain. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous d'être attentif à l'autre. Et donc, vous avez raison, c'est 365 jours par an que nous, adultes, on doit être attentifs au bien-être ou pas des jeunes. On doit se poser la question de est-ce qu'il va bien ou est-ce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je peux l'interroger pour qu'ils puissent me parler en confiance. Et puis, à ces jeunes qui sont entre eux, on a besoin d'eux, en effet, sur les réseaux, comme on n'y est pas, comme il n'y a pas d'adultes. On a besoin que les jeunes puissent venir nous informer quand il y a quelque chose qui les choque. Mais dans ces cas-là, pour pas qu'ils prennent le risque d'être traités de balance ou de poucave ou tous ces jolis noms là qu'ils inventent au fur et à mesure, peut-être qu'on peut leur dire, écoute, nous, ce qu'on te demande, c'est s'il y a quelqu'un qui va mal, viens nous parler de cet enfant, de cet ado qui va mal, mais on ne te demande pas de dénoncer ceux qui attaquent. Ça, nous, on fera notre propre boulot. On fera nos recherches. Toi, viens nous parler de celui qui ne va pas bien. C'est finalement de l'assistance à personne en danger, hein, si on peut dire ça comme ça. Et justement, il faudrait donner des conseils, si vous avez des conseils à donner à des ados qui soient harcelés ou qui soient justement témoins d'une situation, qu'est-ce que ça serait comme conseil? Les conseils, c'est trouver quelqu'un en qui vous avez confiance, un adulte en qui vous avez confiance, qui peut être votre parent, mais ça peut être votre professeur principal, ça peut être le CPE de votre collège, ça peut être votre oncle, votre tante ou votre grand-père. Trouvez un adulte quand vous n'allez pas bien ou quand vous constatez que quelqu'un ne va pas bien pour pouvoir aller
dire ça, dire je suis inquiet, j'ai l'impression que un tel de mes camarades ne va pas bien. Il me semble que il reçoit des messages qui sont négatifs en permanence ou voilà, il est isolé, personne ne l'intègre dans le groupe. Pouvoir se libérer de ce poids que l'on a de voir ces jeunes qui vont pas bien avec un adulte en qui on a confiance, c'est énorme. Et quand c'est soi, évidemment, c'est bien de pouvoir en parler. Si on n'ose pas en parler parce que vraiment on a peur de se faire traiter de poucave ou de balance, alors il convient de pouvoir peut-être trouver un moyen anonyme, écrire un mot qu'on va laisser dans la boîte aux lettres de l'école, du collège ou du lycée en disant tel élève ne va pas bien. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Oui, il y a pas de problème à dire anonymement quand quelqu'un ne va pas bien. On ne dénonce pas les intimidateurs, on ne dénonce pas les harceleurs, on dénonce celui qui ne va pas bien. Je pense que c'est l'essentiel. C'est ça, exactement. Et puis aussi sur les réseaux, comme on le disait tout à l'heure, il y a la possibilité justement de signaler. Il y a aussi ce numéro qui existe, le 3018, qui permet justement de signaler des actes ou justement de dire, voilà, je suis victime de harcèlement, cyberharcèlement. Mais il y a aussi voilà le fait que, par exemple, l'enfant ou l'ado doit aussi sécuriser au maximum sa présence sur les réseaux et notamment par rapport au mot de passe, essayer de mettre des mots de passe un peu compliqués, pas mettre un mot de passe qui est trop proche de lui, c'est-à-dire sa date de naissance, le nom de ton chien, etc. Des choses qui pourraient être justement facilement devinables par la personne qui souhaite le harceler. Alors je dis ça parce que du coup, j'ai déjà eu le cas, j'ai déjà vu des jeunes qui disaient, voilà, moi je me suis fait pirater ma boîte mail, ils ont trouvé mon mot de passe, ils ont envoyé des mails en mon nom, etc. Et donc du coup, ça a créé aussi toute une situation dangereuse entre guillemets de harcèlement, mais aussi au niveau de la réputation. Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles vous êtes confrontés? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai vu aussi autre chose, des jeunes qui prêtent leur téléphone à leurs copains et qui se sont pas déconnectés des réseaux. Donc, il suffit qu'ils appuient sur Insta pour que leur compte s'ouvre. Et donc, le copain, le soi-disant copain, qui voilà, peut vouloir le bien ou pas de son ami, peut à ce moment-là changer le mot de passe ou peut copier les informations personnelles ou peut, en allant sur le compte du copain alors qu'il est avec son téléphone, envoyer un message comme si c'était lui. Enfin, c'est une sorte d'usurpation d'identité. Donc, au conseil que vous donnez, je rajouterais, quand vous passez votre téléphone, même si c'est à votre meilleur ami, à partir du moment où vous n'êtes plus sur un réseau social, déconnectez-vous. Déconnectez-vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Exactement. C'est des conseils aussi qu'on donne aux adultes, ne serait-ce dans les entreprises. Quand vous quittez un poste de travail, fermez votre session. Faites en sorte justement que ce soit un collègue ou même un inconnu ne puisse pas accéder à votre session, parce que sinon c'est la porte ouverte à tous les dangers, quoi. Donc voilà, même depuis tout à l'heure, on parle vraiment de harcèlement, cyberharcèlement dédié aux jeunes, mais j'ai envie de dire qu'au final, le harcèlement ou même le cyberharcèlement concerne aussi les adultes. Oui, en effet. Je connais moins bien, mais oui, vous avez raison. Mais ça existe aussi, ouais. En tout cas, merci Marie-Charlotte pour tous ces conseils très utiles. Je rappelle que du coup, si on en veut en savoir plus, d'une, vous avez votre site coach-famille.com, mais il y a également votre roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors mon roman s'appelle Harcèlement quand l'école vire au cauchemar. C'est l'histoire de Luce, une petite fille qui se fait harceler quasiment dès le premier jour d'école et qui va grandir sans jamais en parler à ses parents, jusqu'au jour où elle rencontre une coach un petit peu excentrique, Gudule, qui va l'aider à sortir du harcèlement, à retrouver confiance en elle, à retrouver une bonne estime d'elle. Et ça va les emmener jusqu'en Afrique, hein, cette histoire. Donc c'est un roman qui est tout à fait accessible pour, je dirais, les jeunes qui aiment bien lire à partir de 11 ans, et puis sinon à partir de 12-13 ans, mais aussi pour les parents, pour
pour les professionnels. Il y a plein de vrais conseils pour sortir du harcèlement et retrouver une bonne estime de soi. Mais vous, Alan, je crois que vous avez aussi écrit des guides. C'est un guide sur tous les dangers d'Internet. Alors là, ça concerne pas uniquement les jeunes, mais vraiment tout le monde, que ce soit les adultes, les particuliers, les entreprises, etc. Et donc, ça va reprendre vraiment les 11 dangers principaux que l'on peut détecter sur Internet. Alors bien sûr, il y a le danger du cyberharcèlement, mais il y en a d'autres, hein, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la cyberdépendance, il y aura aussi tout ce qui va être arnaque au sentiment, arnaque financière. Pour les adultes, tout ce qui va concerner le hameçonnage. Enfin voilà, je fais vraiment le tour de tous les dangers possibles en donnant justement des explications, des conseils justement pour se protéger. Et à chaque fois aussi, j'ai mis en avant des cas, des situations vraiment de personnes qui étaient tombées dans ces fléaux-là et donc qui racontent justement comment elles ont pu s'en sortir ou malheureusement comment elles essayent de combattre la situation, et ça permet aussi une prise de conscience. C'est super intéressant. Moi, j'aimerais bien terminer en donnant un conseil aux parents. Aujourd'hui, 45% des enfants de CM1, CM2 ont un téléphone portable et c'est pas un téléphone à clapet, hein, c'est un smartphone. Pourquoi? Ma question, c'est pourquoi? Je peux tout à fait comprendre que quand les jeunes arrivent en sixième, d'abord par besoin d'appartenance, ensuite parce que vous, parents, vous espérez pouvoir un petit peu contrôler les trajets de vos enfants, puisque généralement, vous ne les accompagnez plus à l'école primaire, ils prennent le bus, donc vous avez envie de leur donner un téléphone. Eux, les enfants, ils réclament un téléphone pour avoir plus de liberté, mais en primaire, ils sont tellement jeunes. Et c'est tellement compliqué de régler ces problèmes. Vous parliez de cyberdépendance et après, voilà, peut-être de harcèlement et cyberharcèlement. Voilà, mon conseil aux parents, c'est pas de smartphone aux enfants avant au minimum la sixième. Et vous, Alan, vous auriez un conseil pour finir? Ça serait un peu dans le même style, voilà, faire en sorte justement de éviter que les ados qui quand on a 9-10 ans, on n'a pas à être sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est pas pour rien que justement qu'il y a des règles qui ont été mises pour interdire les réseaux sociaux avant un certain âge. Mais bon, on sait que c'est pas contrôlé et donc du coup, il suffit aux enfants de dire non, j'ai 14 ans, c'est bon, alors qu'il en a 9 pour accéder aux réseaux en question. Donc voilà, après je pense que le meilleur conseil, ça serait quand même au niveau de la prévention, de la sensibilisation, que ce soit au niveau des parents, mais aussi au niveau des jeunes. Voilà, que tout le monde puisse un peu savoir des dangers qui existent. Après, voilà, pas comme vous disiez tout à l'heure, voilà, pas leur ordonner, parce qu'on sait très bien qu'un jeune, si on lui dit ne va pas ici, ne fais pas ci, ne fais pas ça, il va le faire. Donc voilà, ne pas leur ordonner, mais leur dire voilà, attention, si tu fais ça, tu risques ça, il y a tel danger qui existe. Après, à toi de choisir si tu veux prendre le risque ou pas. Et si vous me permettez de conclure, parce que ce que vous dites et ce que je dis, ça me fait penser à autre chose. C'est que ces enfants, ils ne savent pas s'ennuyer, puisque on ne leur a jamais appris à s'ennuyer. Mais nous, parents, notre rôle, c'est de jouer avec eux, c'est de les sortir, c'est de les emmener dans le vrai monde. Si on veut pas avoir des enfants cyberdépendants, eh bien, peut-être on peut s'inscrire. Je crois que on est tous les deux d'ailleurs adhérents à une association qui s'appelle Sans mon portable. Je pense que c'est une belle association qui permet aux parents, aux enfants de retrouver des vrais liens de discussion, de partage, d'aventures faites ensemble. C'est le meilleur moyen de lutter contre tous ces dangers dont on vient de parler. Exactement. En tout cas, merci Marie-Charlotte, hein, merci pour cette interview et justement voilà pour cette discussion qu'on a eue ensemble. Je voulais vous remercier aussi Alan, j'ai trouvé que ça a été très riche. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, soyez tous bienveillants et assurez-vous d'être en sécurité, que ce soit dans la vie réelle ou que ce soit sur Internet.